Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire qui va vous donner des informations sur l'endométriose. Je suis Aude Coitlévin, je suis chargée de mission à la Mutualité Française Bretagne au sein du service prévention. Et nous serons ensemble pour 1 heure de webinaire. Je suis accompagnée de Régine Tréflez, qui est élue mutualiste, du docteur Michaud, qui est médecin obstétricien, et de Marie-Paule Bernicot, qui est coordinatrice au réseau de santé EndoBraze. Donc, je vais laisser d'abord la parole dans un premier temps à Régine Tréflez pour commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et tous et merci à Aude de me donner la parole. Je suis Régine Tréflez, élue de la Mutualité Française Bretagne et j'ai le grand plaisir d'introduire ce webinaire de prévention santé sur l'endométriose. Alors pour vous présenter en quelques mots la Mutualité Française Bretagne que je représente, elle fédère plus de 140 mutuelles sur la région, représentant 1 600 000 personnes protégées, soit environ un Breton sur 2. La Mutualité Bretagne a entre autres pour mission de développer une politique de santé publique dans notre région, en incitant notamment chacun à devenir acteur de sa propre santé et non plus seulement bénéficiaire de soins et de services. La Mutualité française, c'est également en Bretagne un ensemble de services de soins et d'accompagnement avec des établissements pour personnes âgées, des cliniques, des centres optiques notamment. Nous sommes bien sûr portés par nos valeurs mutualistes que nombre d'entre vous partagent et qui sont donc la solidarité, la responsabilité, la liberté, la démocratie et la non-lucrativité. Mais revenons à notre rencontre d'aujourd'hui. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'une série de rencontres santé en ligne organisées par la Mutualité Française Bretagne tous les mois, dont une partie est dédiée à la santé des femmes, thématique qui est au cœur de nos préoccupations au sein de la Mutualité Bretagne. Ce webinaire est organisé en partenariat avec EndoBraze. Alors, qu'est-ce que l'endométriose? Cette maladie concerne une femme sur 10 et pourtant, cette maladie est peu connue. Il faut parfois de nombreuses années pour qu'elle soit diagnostiquée. C'est pourquoi je remercie nos intervenants d'aujourd'hui, le docteur Michaud et madame Bernicot, grâce à qui nous allons tout savoir sur l'endométriose. Merci pour leurs interventions, les informations transmises sur ce sujet et les réponses qu'ils pourront vous apporter. Concrètement, ce webinaire se déroulera en 2 temps, un temps de présentation par nos intervenants, puis un temps d'échange. N'hésitez donc pas à poser vos questions quand elles vous viennent via la fenêtre de chat. Je vous souhaite un bon webinaire suivi de nombreux échanges. Et maintenant, je laisse Aude vous préciser quelques points techniques pour le bon déroulement du webinaire. Merci Régine pour cette introduction. En effet, je vais vous donner quelques éléments techniques avant de commencer. Je ne sais pas si tout le monde a l'habitude des webinaires, mais comme vous avez pu le constater, en fait, vos micros et vos caméras sont coupés, car vous étiez assez nombreux à vous inscrire aujourd'hui, hein. Là, on est autour d'une trentaine de personnes, mais vous étiez 120 inscrits. Et donc, on ne peut pas vous voir ni vous entendre. Mais comme l'a évoqué Régine, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit à nos deux intervenants via la fenêtre questions et réponses Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Nous prendrons un temps à la fin des 2 interventions pour y répondre oralement. Nous ne pourrons probablement pas traiter l'ensemble des questions, notamment si elles sont nombreuses, mais nous pourrons vous transmettre en fait des informations, plaquettes, brochures et sites internet pour avoir plus d'informations sur le sujet. Et enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera proposé à la fin du webinaire et je voulais vous prévenir aussi que ce webinaire était enregistré pour que nous puissions vous envoyer le replay pour les personnes qui sont absentes ou si vous souhaitez le revoir ultérieurement. Je vais laisser maintenant la main au docteur Michaud, que je tiens à remercier pour la première intervention et nous reviendrons vers vous à la fin de son intervention. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie avant tout pour avoir organisé ce webinaire sur un sujet qui est quand même très intéressant. Donc, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on va démarrer sans tarder. Je vais partager mon écran. Voilà. Hop. Et puis,
Il faut que tout ça se mette en route. Bon, il y a toujours des petits soucis au départ. Alors, tout à l'heure, ça fonctionnait. Là, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, on va parler un peu d'endométriose. Alors, ça va être c'est un sujet qui est très vaste et on va essayer de le traiter en peu de temps. Donc, c'est un sujet d'actualité parce que il est revenu un peu au goût du jour, surtout à l'action des patientes qui ont été extrêmement proactives dans ce sujet, car c'est en fait une pathologie qui était mal connue des patientes et également du corps médical, ce qui explique effectivement une errance diagnostique avec souvent un important retard dans la prise en charge. C'est une pathologie qui entraîne une grande altération de la qualité de vie, toutes les patientes nous le disent. C'est une cause fréquente d'infertilité. La prise en charge, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est multidisciplinaire. Et suite à cette action proactive des patientes, il y a eu la création de nombreuses associations de patientes, Endo-France, Endomine par exemple, et en réponse, la création de filières de soins par le corps médical afin d'identifier les praticiens qui sont plus spécialisés dans le domaine de l'endométriose et de permettre aux patientes de se retrouver plus facilement dans leur prise en charge. Alors, c'est une pathologie très particulière qui va se caractériser par la présence de tissu endométrial, donc de muqueuse de l'utérus, en dehors de l'utérus. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la réalité. C'est une pathologie hormonodépendante, ça il faut bien le comprendre. Et aussi, c'est une pathologie dans laquelle il n'y a pas de corrélation entre l'importance des lésions, la symptomatologie que peuvent ressentir les patientes et les signes cliniques associés. Et c'est ça qui fait qu'on est parfois un peu perdu, et c'est ce qui explique aussi ce retard à la prise en charge. Il faut bien comprendre que c'est une maladie chronique. Une fois qu'endométriose a débuté, on l'a, je dirais, on vit avec. Et c'est une maladie inflammatoire pelvienne. Ça, c'est très important à comprendre. Et vous allez voir par la suite, tous les symptômes découlent de cette inflammation du pelvis. C'est une maladie complexe qui revêt différentes formes à différents endroits, à différentes proportions d'une femme à l'autre. Il n'y a pas de forme identique. Globalement, il y a trois formes d'endométriose qui peuvent être isolées ou le plus souvent qui peuvent cohabiter. L'endométriose superficielle, c'est la présence d'implants de muqueuse utérine à la surface du péritoine. L'endométriose ovarienne, donc les implants se mettent sur les ovaires et vont aboutir à la formation de kystes ovariens qu'on appelle des endométriomes, qui sont des kystes bénins. Et il y a surtout l'endométriose profonde sous-péritoniale, c'est-à-dire que ces implants de muqueuse utérine qui sont à la surface du péritoine, le péritoine étant la celleuse qui enveloppe l'ensemble des organes pelviens, cette endométriose va s'infiltrer dans le péritoine, passer sous le péritoine sur plusieurs millimètres, voire plusieurs centimètres, et c'est cette endométriose profonde qui est responsable de l'atteinte des organes de voisinage, à savoir les organes urinaires et surtout digestifs, avec toutes les complications que cela peut provoquer. Alors, cette errance diagnostique, elle est bien réelle, car quand on regarde un peu, le retard à la prise en charge, en moyenne, est de 7 ans. Ce n'est qu'une moyenne, donc vous avez des patientes, effectivement, qui vont être rapidement prises en charge, et d'autres qui vont attendre de très nombreuses années avant que l'on fasse le diagnostic. Quand on interroge des patientes, on se rend compte qu'elles consultent en moyenne une dizaine de praticiens avant d'avoir un diagnostic précis, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, avec parfois des discours contradictoires, et ça c'est quand même péjoratif, ce qui va entraîner une perte de confiance. C'est une pathologie qui, de ce fait-là, va avoir un coût humain très important, qu'il soit personnel, familial, professionnel, et qui va aboutir, in fine, à une altération de la qualité de vie et surtout à une souffrance physique et psychologique. Donc vous voyez que c'est une pathologie qui va impacter de manière extrêmement importante la vie au quotidien. Alors, quelques chiffres. Est-ce que c'est une maladie fréquente? La réponse est oui. On l'a longtemps sous-estimé. C'est à peu près 10 à 15% des femmes de la puberté à la ménopause. Pour vous donner un ordre d'idée, pour le cancer du sein, c'est une femme sur 8, et on en parle beaucoup. Donc, quelque part, l'endométriose est sans doute peut-être plus fréquente. 20 à 50% des femmes vont souffrir d'une infécondité liée à cette pathologie. Ça concerne un peu plus d'1,5 million de femmes en France. C'est un coût financier très important au niveau de la CPM, estimé à 13 milliards d'euros, avec pour chaque patiente un reste à charge dans leur prise en charge qui est à peu près estimé à 1 800 € par an, ce qui n'est pas rien. Depuis peu de temps, c'est une pathologie qui est reconnue
en ALD 31, donc c'est une affection de longue durée en dehors des ALD 30, surtout pour les endométrioses qui sont extrêmement symptomatiques et qui vont altérer de manière importante la qualité de vie. Alors, l'endométriose, pourquoi on a cette pathologie-là? Il faut revenir un peu aux fondamentaux et revenir un peu au cycle menstruel, et on va parler des 4 saisons du cycle menstruel, un peu comme les 4 saisons de Vivaldi. On va d'abord parler de l'hiver. C'est quoi l'hiver? C'est la période menstruelle, c'est la fin d'un cycle. Donc la muqueuse utérine se nécrose, elle est éliminée, et donc dans le sang des règles, vous avez des débris de muqueuse utérine. Une fois que cette phase est terminée, il y a une augmentation du taux d'œstrogène sécrété par les ovaires, c'est ce qu'on peut appeler le printemps, et au cours de cette période, vous avez donc une stimulation de la croissance de la muqueuse utérine qui va donc s'épaissir et qui va se préparer progressivement à une éventuelle nidation. L'été, c'est la période ovulatoire, donc à ce moment-là, l'ovulation se produit et à partir de ce moment-là, on rentre dans une période qu'on peut appeler automnale, avec une diminution de la sécrétion d'œstrogène, une augmentation de la sécrétion de progestérone, et l'association de ces deux hormones va entraîner une maturation de la muqueuse utérine pour la préparer à une éventuelle nidation. S'il n'y a pas de grossesse, on retourne la période de règles, une chute hormonale, la muqueuse se nécrose et le cycle recommence. Donc vous avez bien compris qu'il y a cette action variable dans le temps, tout au cours du cycle, sur les 28 jours théoriques du cycle, avec une préparation de cette muqueuse utérine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cellules endométriales répondent à ces stimulations hormonales, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, qu'elles soient à l'intérieur de la cavité utérine, ce qui est leur place naturelle, ou en dehors. Alors, 3 théories restent encore d'actualité aujourd'hui pour expliquer pourquoi l'endométriose se produit. En période de règles, 90% des femmes ont un reflux tubaire. Lorsqu'on est amené à faire des célioscopies, donc des explorations intra-abdominales chez une patiente en période de règles pour des raisons diverses et variées, il y a toujours du sang menstruel dans la cavité pelvienne. Donc, en règle générale, ce sang va s'éliminer de manière tout à fait naturelle, mais dans 10 à 15% des cas, pour des raisons diverses et variées, ces dépôts vont persister et c'est ce qui va provoquer une greffe tissulaire. Donc, ces cellules endométriales vont se fixer sur le péritoine et ça va être le point de départ de l'endométriose. Alors, cette théorie, elle est responsable de lésions localisées au niveau de la partie la plus déclive de la cavité abdominale, comme je le montrais tout à l'heure, et il s'agit de loin de la théorie la plus probable admise aujourd'hui pour expliquer cette pathologie. Alors, 2 autres théories ont été mises en avant. Sans doute, elles ont également un rôle, mais moins important. D'abord, la théorie métastatique, qui est le fait qu'il y ait une dissémination par voie lymphatique et par voie sanguine. Et c'est ce qui permet d'expliquer les localisations à distance du pelvis, car on peut avoir effectivement des endométrioses pulmonaires, ça peut exister. Et puis enfin, la théorie embryogénique, qui elle est vraiment aujourd'hui un peu décriée, qu'est le développement d'endométriose à partir de restes embryonnaires de cellules souches qui vont à un moment donné se multiplier sous forme de cellules endométriales, là où elles se trouvent au niveau péritonéal ou au niveau pelvien. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est la théorie du reflux qui est la plus communément admise, mais il est certain que pour que des cellules de l'endomètre se fixent sur le péritoine, il doit y avoir aussi un phénomène immunitaire qui doit jouer pour faciliter cette adhésion, qui n'est pas quelque chose de naturel a priori. Alors, quand on regarde l'anatomie du bassin féminin, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais vous voyez ici l'utérus, les trompes, les ovaires, tout ça est extrêmement schématique. Et vous avez ici une coupe longitudinale, donc de profil. Vous avez ici l'utérus, vous avez ici la cavité vaginale, la vessie, et on voit effectivement qu'on a des endroits, ce qu'on appelle des récessus, qui sont des points bas en fait du plancher pelvien. Ici, entre la vessie et l'utérus, qu'on appelle le cul-de-sac vésico-utérin, et surtout ici en arrière, au niveau du cul-de-sac de Douglas, entre le rectum et l'utérus. Et quand vous avez du sang qui reflue par les trompes, et bien par gravité, ce sang va stagner dans ces points bas, et c'est dans ces zones-là, souvent, que la maladie va débuter. Alors, quand vous avez cette atteinte, vous avez ici de manière schématique, on a très souvent des atteintes entre la vessie et l'utérus, ici en avant, ici en arrière, entre l'utérus et le rectum, ce qu'on appelle dans la cloison recto-vaginale. Donc en avant, c'est ce qui explique les atteintes vésicales. Vous avez donc l'endométriose au niveau de la paroi de la vessie. En arrière, les atteintes
du rectum, voire du sigmoïde, avec des symptomatologies digestives. Vous pouvez avoir des atteintes effectivement des trompes, des atteintes des ovaires, des atteintes plus haut situées au niveau donc du cécum, qui est la partie droite du côlon. Également, ce qui n'est pas si rare que ça, des atteintes ombilicales, car ne pas oublier que dans la vie fœtale, il y a les artères ombilicales qui passent par ici, et par cheminement, on parle d'endométriose ombilicale. Et ce sont des patientes qui viennent consulter parce qu'à chaque fois qu'elles ont leurs règles, elles ont des douleurs ombilicales, voire des saignements à ce niveau-là. Et puis, on peut avoir également la rétraction des tissus, des atteintes ici des uretères, qui sont donc les canaux qui vont du rein jusqu'au niveau de la vessie. Alors, y a-t-il des facteurs de risque pour cette maladie? Parfois, peu de facteurs de risque sont retrouvés. On ne retrouve aucune anomalie particulière. Lorsqu'on interroge les patientes, on a parfois des antécédents d'endométriose familiale chez la mère ou chez la sœur, donc en ligne directe ou chez les collatéraux. Ça peut se voir, mais c'est plutôt rare. Par contre, ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est la précocité des règles, c'est-à-dire que lorsqu'elles arrivent tôt dans la vie de la jeune adolescente, voire de la fille, vers 11 ans. Aujourd'hui, les règles, c'est assez fréquent de les avoir en CM2. Hein, un tiers des filles sont réglées en CM2. Surtout des règles abondantes, des règles qui durent longtemps et des cycles courts. Donc, règles précoces, abondantes, prolongées, cycles courts, donc des cycles de moins de 28 jours, en général de 21, 22, 23 jours, ce sont des éléments, effectivement, qui, par la théorie du reflux, peuvent expliquer la présence de l'endométriose. On a également la notion d'un profil hyperestrogénique. Alors, c'est quoi un profil hyperestrogénique? Ce sont des patientes qui vont avoir une sécrétion importante d'œstrogène et ça va se traduire effectivement par ces règles abondantes. Ça va se traduire également par des prises de poids en deuxième partie de cycle, par rétention hydrique et hydrosodée. Ça va se traduire également par des douleurs au niveau des seins en période deuxième partie de cycle, donc c'est ce profil hyperestrogénique. On a mis également en évidence l'exposition à des perturbateurs endocriniens, surtout la dioxine et les xénoœstrogènes. Alors, les xénoœstrogènes, c'est la molécule d'œstrogène, mais elle est en 3D à l'envers, donc elle va également pouvoir stimuler les récepteurs. Et on sait que ça joue un rôle non négligeable. Et enfin, certains auteurs ont remarqué qu'il y avait chez ces patientes atteintes d'endométriose, par rapport à la population générale, une plus grande quantité d'abus sexuels dans l'enfance ou dans l'adolescence. Donc, il faut toujours poser la question aux patientes avec, bien sûr, tact et mesure. Alors, quelles sont les particularités de ces cellules? C'est qu'elles ont cette capacité d'adhésion aux organes de voisinage et aux péritoines. Ces cellules, elles vont proliférer sous l'action hormonale. Vous avez bien compris que c'est une maladie hormonodépendante. Elles vont envahir les sites où elles se sont implantées et en réponse, l'organisme va entraîner une réaction d'inflammation au niveau de ces lésions d'endométriose. C'est un moyen de défense et cette inflammation va évoluer de manière naturelle avec la constitution d'une fibrose au niveau des lésions et ce qui va provoquer des rétractions des tissus, des adhérences anormales des tissus entre eux, et c'est ça qui va expliquer, c'est tous ces phénomènes-là qui vont expliquer la symptomatologie que l'on va retrouver. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cette cellule endométriosique, elle est capable de s'autonomiser, et c'est ça qui est important, car elle peut acquérir une certaine indépendance hormonale du fait de ces modifications. Elle est capable d'induire la fabrication de tissus, de vaisseaux, de façon à lui apporter les nutriments nécessaires et l'oxygène nécessaire à sa persistance, à son développement et à sa multiplication. Et dernière chose qui est importante aussi, c'est que ces cellules endométriosiques sont capables de créer des relations nerveuses avec les tissus avoisinants, ce qu'on appelle la neurogénèse. Donc, elles vont pouvoir se connecter aux tissus nerveux déjà existants, ce qui va expliquer les phénomènes de sensibilisation, donc de douleurs persistantes et chroniques. Alors, comment on fait le diagnostic? Toute la différence est là, toute la difficulté est là. Vous avez vu tout ce retard à la prise en charge. Alors, il va reposer sur un faisceau d'arguments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pose un diagnostic sur des signes fonctionnels et non pas sur des signes cliniques. C'est-à-dire que c'est ce que nous racontent les patientes qui nous permettent de mettre le doigt sur d'éventuelles endométrioses. L'interrogatoire est capital et important. Il faut savoir que pour faire le diagnostic, il faut d'abord prendre son temps. Il faut avoir du temps. Ce n'est pas une consultation qui va durer 5 minutes. Il faut y consacrer 3/4 d'heure, 1 heure. L'interrogatoire, qui doit être très avancé, qui doit être très recherché, il permet de suspecter la pathologie. L'examen clinique
permet d'approcher cette certitude diagnostique que l'on a établie sur les données de l'interrogatoire. Les examens paracliniques et les tests que l'on peut faire permettent donc de confirmer cette suspicion, mais la certitude diagnostique, elle ne repose que sur l'examen anatomopathologique, donc sur la biopsie des lésions d'endométriose, et ce qui nécessite à ce moment-là la réalisation d'une célioscopie de diagnostic, voire thérapeutique. Donc bien comprendre que c'est l'interrogatoire, l'examen clinique qui nous permettent de suspecter et d'approcher la certitude diagnostique. Alors, le symptôme principal, c'est la douleur. Cette douleur, elle est vraiment au devant de la scène. Ces douleurs, elles peuvent ressembler à plein de choses, mais elles ont quelques caractéristiques qu'il faut bien comprendre. C'est qu'elles sont cycliques. Elles sont dues au cycle menstruel. Elles sont cataméliales au moment des règles. Elles peuvent être également ovulatoires. Et ce qui est important, c'est qu'elles ne sont pas très bien soulagées par les antalgiques simples. Une dysménorrhée, ce qu'on appelle les règles douloureuses, en règle générale, elles durent 48 heures, ça démarre au début des règles. Un antalgique de niveau 1 suffit largement à retrouver un confort de vie. Elles sont souvent et toujours atténuées en cours de grossesse et sous traitement hormonal, donc le fait d'avoir une contraception hormonale va améliorer la symptomatologie. Et surtout, ces douleurs s'aggravent dans le temps. Lorsqu'on entend les patientes nous raconter leur histoire, il y a cette notion de ça va crescendo au fur et à mesure que les mois passent, et ça, c'est un élément important qu'il faut vraiment tenir en compte. Alors, ce syndrome douloureux pelvien, il est chronique, il est évolutif, et il est en relation avec les lésions d'endométriose, avec le syndrome inflammatoire qui est induit par ces lésions d'endométriose, et par un phénomène de sensibilisation secondaire, c'est-à-dire que la douleur chronique va finir par entraîner une douleur qui va se renouveler à la moindre stimulation, quelle qu'elle soit, et ça va effectivement entraîner une grande altération de la qualité de vie. Alors cette douleur, on l'a bien analysée, on dit les 5 D de la douleur, les 5 éléments de la douleur. La première, c'est la dysménorrhée. La dysménorrhée, c'est le terme médical pour dire règles douloureuses. Il faut évaluer cette dysménorrhée. Et donc, on a des échelles d'évaluation de la douleur qui vont de 0 à 10. À 0, pas de douleur. 10, c'est la douleur la plus insupportable que l'on puisse imaginer. Et quand on demande aux patientes sur ces échelles d'évaluation de la douleur de positionner le curseur, elles sont toujours au-delà de 6, voire 6 à 7. Et donc, lorsque c'est une douleur très importante, il faut quand même faire attention parce que ça peut être en rapport avec l'endométriose. Deuxième élément, c'est l'absentéisme. L'absentéisme, qu'il soit scolaire, qu'il soit professionnel, c'est-à-dire que ce sont des patientes qui, en période de règles, sont incapables de faire leurs activités quotidiennes. Il faut qu'elles restent à la maison, elles ne peuvent pas faire autrement. Et donc, effectivement, l'absentéisme est un élément important. La résistance aux antalgiques, c'est-à-dire que les antalgiques simples ne marchent pas sur la douleur, et il faut essayer d'apprécier l'impact majeur sur la vie quotidienne dans tous les compartiments de la vie. Deuxième élément, souvent, ce sont des patientes qui se plaignent de dyschésie. C'est quoi la dyschésie? Ce sont les douleurs défécatoires. Ce sont des patientes, effectivement, qui ont des douleurs lorsqu'elles vont à la selle. Ce sont des patientes aussi qui se plaignent toujours de douleurs digestives, qui peuvent ressembler de la colopathie, qui peuvent être diverses et variées. Mais il y a toujours cette notion de pathologie digestive fonctionnelle associée. La dyspareunie, c'est quoi la dyspareunie? C'est les rapports douloureux. Cette dyspareunie, elle est d'abord profonde, elle est d'abord positionnelle. Donc, il faut poser la question aux patients de comment se déroule leur vie sexuelle. Il faut rentrer un peu dans les détails. Donc, c'est notre rôle. Et cette dyspareunie qui est d'abord profonde devient ensuite superficielle du fait des phénomènes de sensibilisation. Et une fois que cette dyspareunie superficielle est installée, la vie sexuelle devient pratiquement impossible. Des douleurs pelviennes, diverses et variées, mais toujours majorées par les cycles, c'est ça qui est important. Et enfin, des douleurs urinaires qui peuvent être de toutes sortes, des douleurs à la miction, des inconforts pelviens. Donc voilà, il faut vraiment avoir un interrogatoire qui soit extrêmement précis pour pouvoir mettre tous ces éléments en évidence. Les symptômes sont variés, donc vous voyez la fréquence. Les douleurs menstruelles intenses, c'est pratiquement 90% des cas. Les rapports sexuels douloureux sont au deuxième plan, avec 70% des cas parfois. Les douleurs pelviennes, une fois sur deux. Les troubles digestifs, dans 30% des cas. Parfois, c'est une simple fatigue intense, parce que ce phénomène inflammatoire qui perdure entraîne une sensation de fatigue, un épuisement de l'organisme. Les troubles urinaires,
un peu moins fréquents, et des patientes aussi qui viennent consulter pour une infertilité associée, donc pratiquement un cas sur deux. L'examen clinique est, vous avez bien compris, capital après l'interrogatoire. Donc c'est un examen clinique un petit peu particulier. Il doit être d'abord expliqué, parce que c'est un examen gynécologique, et il doit être réalisé avec l'accord explicite de la patiente. Je crois qu'aujourd'hui les choses sont très claires là-dessus. Il débute toujours par une palpation abdominale et pelvienne. Il faut d'abord palper l'abdomen. Y a-t-il des zones qui sont douloureuses à la pression, des zones qui, lorsque la pression entraîne un inconfort, il faut être attentif à cela. C'est un examen gynécologique classique qui va comporter un examen au spéculum et un toucher vaginal. Bien sûr, cet examen doit être arrêté en cas de douleur. Il faut bien dire à la patiente que si c'est douloureux, on arrête, pas de souci. Cet examen clinique, il est parfois peu contributif car on n'a pas vraiment d'argument en faveur d'une cycle d'endométriose. On n'a pas d'anomalie particulière, on a la symptomatologie douloureuse, mais à l'examen clinique, on ne retrouve pas grand-chose. Par contre, parfois, certains signes sont vraiment en rapport avec la pathologie. On peut voir des nodules bleutés au niveau de la paroi postérieure du vagin, au niveau de cette cloison recto-vaginale, qui sont le témoin de lésions d'endométriose présentes à ce niveau. Il y a très souvent une douleur à la mobilisation de l'utérus. Alors, c'est sûr que l'utérus peut être sensible, mais là, c'est vraiment une douleur très importante. Et surtout, du fait de la rétraction des tissus, on a effectivement une rétraction des ligaments utérosacrés en arrière de l'utérus et qui va entraîner des déviations de l'utérus. Et on va noter une diminution de la souplesse des tissus. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Alors, qu'est-ce qu'on a comme examen paraclinique? Une fois qu'on a l'interrogatoire, une fois qu'on a l'examen clinique, on suspecte l'endométriose, qu'est-ce qui peut nous aider pour affirmer le diagnostic? D'abord, l'échographie pelvienne, bien évidemment. C'est l'examen à faire en première intention. Il se fait par une exploration abdominale et également par voie vaginale. Donc, il faut faire une échographie par voie abdominale et par voie endocavitaire. C'est un examen très performant pour le dépistage des kystes ovariens d'endométriose. On peut aussi voir avec l'échographie des lésions des tissus, des lésions profondes d'endométriose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en médecine, comme partout, on fait bien ce qu'on fait souvent. Donc, il faut être vraiment bien informé, il faut être aguerri à cette technique d'échographie pelvienne pour pouvoir bien voir les images. Pour vous donner une idée, voici un exemple de kyste d'endométriose. Vous voyez ici cette image arrondie, à contenu un petit peu échogène. Tout ce qui est liquidé en échographie, c'est noir, c'est transparent. Là, on voit qu'il y a une espèce d'échogénicité à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est un kyste qui contient du vieux sang, d'endométriose, avec une paroi épaisse. Ça, c'est un kyste caractéristique d'endométriose de l'ovaire. Deuxième examen important, c'est l'IRM. Alors, la résonance magnétique, aujourd'hui, nous donne des renseignements anatomiques extrêmement importants. C'est un examen qu'il faut toujours faire en seconde intention. C'est d'abord l'échographie et après l'IRM, et pas dans l'autre sens, parce que sinon on se perd. L'IRM, essentiellement à la recherche de lésions profondes. Quand est-ce qu'on fait un IRM? Si on a des signes cliniques et surtout échographiques également évocateurs. Dans les situations où on a une suspicion d'endométriose, on démarre un traitement médical et malgré ce traitement, les douleurs persistent ou la symptomatologie persiste. Dans le cadre d'un bilan d'infertilité et dans les situations où une chirurgie est prévue, l'IRM est très importante à ce moment-là car elle va permettre de nous guider dans nos gestes chirurgicaux. Voilà pourquoi l'IRM est importante. Vous avez ici à gauche une coupe schématique du bassin. Vous avez ici donc le sacrum, vous avez ici le rectum, l'anus, l'utérus, la cavité vaginale, la vessie, l'urètre, la symphyse pubienne. Si vous regardez en miroir, effectivement, vous retrouvez exactement la même chose. On retrouve ici le rachis, vous avez ici l'utérus, la cavité vaginale, la vessie, l'urètre, la symphyse pubienne. Donc on a vraiment des coupes anatomiques et vous allez voir que que la qualité des images d'IRM sont extrêmement importantes pour le diagnostic, car des fois les images sont, je dirais, modérées. Voilà un kyste d'endométriose, à quoi ça ressemble en IRM. Vous voyez que ce n'est pas le même aspect qu'à l'échographie. C'est un kyste qui apparaît tout blanc. Ça dépend comment on a fait les séquences d'IRM, mais c'est assez caractéristique. Et puis vous avez ici, extrêmement important, l'IRM nous montre un nodule de la cloison recto-vaginale. Vous avez la vessie ici en avant, c'est une coupe transversale. Vous avez ici la cavité vaginale. Vous avez ici le rectum en arrière, cette cloison recto-vaginale qui est ici. De ce côté-là à gauche, c'est normal. Ici à droite, vous voyez cette image tissulaire un petit peu spiculée. Vous voyez, on a l'impression que c'est un petit peu étoilé.
Et ça, c'est typique d'une lésion d'endométriose avec atteinte digestive. Et vous avez l'ovaire qui est ici, juste au-dessus. Donc l'IRM, examen extrêmement important. Troisième examen, c'est la célioscopie. Alors, c'est l'exploration chirurgicale de la cavité pelvienne et c'est une intervention, bien sûr, sous anesthésie générale. Cette célioscopie, on peut dire qu'elle a un triple intérêt. Elle est diagnostique, effectivement, dans les situations où on a une forte suspicion d'endométriose avec un examen clinique peu probant, des examens paracliniques, IRM, échographie, qui ne nous permettent pas d'être affirmatifs. Dans certains cas, la célioscopie est nécessaire et c'est ce qui permet de faire le diagnostic parce qu'on voit les lésions, on peut faire des biopsies du péritoine et on peut avoir une certitude diagnostique. Vous avez ici donc l'utérus, vous avez ici les troncs de chaque côté avec l'ovaire, vous avez ici les ligaments hétérosacrés qui tiennent l'utérus en arrière et cette partie ici profonde au milieu qui est le cul-de-sac de Douglas. Cette célioscopie elle peut être aussi thérapeutique, car effectivement, dans les endométrioses sévères, avec des atteintes de voisinage, on est parfois amené à proposer l'exérèse de toutes ces lésions d'endométriose lorsque cela est nécessaire. Et puis en fait, également, elle est pronostique, surtout dans le cadre de l'infertilité, pour savoir comment prendre en charge de manière optimale ces patientes. Alors, quels sont les traitements? Les traitements, ils sont essentiellement médicaux et les grands principes, c'est d'abord de supprimer les règles. Car vous avez bien compris que quand on supprime les règles, on supprime le reflux, on a un bilan hormonal qui n'est pas cyclique, mais qui est tout à fait lisse, et donc on va avoir une efficacité importante. C'est quoi? C'est la contraception orale, c'est le stérilet hormonal, et donc ça marche très très bien en général. Deuxième but, c'est de diminuer les taux d'œstrogène. Donc, les traitements hormonaux, supprimer les règles, ça marche bien. Bien sûr, il faut traiter la douleur, les anti-inflammatoires, les antalgiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de médicament qui détruit les lésions. Donc, on n'a pas de traitement curatif de l'endométriose et que cette prise en charge doit rester multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs intervenants pour cette prise en charge. L'efficacité des traitements médicaux, elle est quand même non négligeable car on a une amélioration de la symptomatologie douloureuse dans 30 à 70% des cas, avec un arrêt de la progression de la maladie dans 60% des cas. Donc vous comprenez bien que même sous traitement, on ne stabilise pas toutes les maladies endométriosiques. Certaines patientes, même correctement traitées, vont continuer à être symptomatiques, vont continuer à souffrir, avec une maladie qui va continuer à évoluer, à provoquer des lésions d'adhésion, des lésions de sclérose, et c'est toute la difficulté de la prise en charge de ces patientes. Ces traitements médicaux, bien sûr, ont des effets secondaires qu'il faut mettre toujours dans la balance, et on en vient au problème des progestatifs surtout, c'est les prises de poids, c'est les risques de thrombose veineuse, que ce soit des phlébites ou des embolies pulmonaires. C'est aussi pour ces traitements, vous avez bien compris, qu'ils vont être également prolongés dans le temps. Ils peuvent provoquer des carences en oestrogène avec un risque majoré d'ostéopénie, donc de diminution de la masse osseuse, voire d'ostéoporose après la ménopause ou à partir de la cinquantaine. Et puis très récemment, donc on a mis en évidence l'augmentation du risque de méningiome, c'est-à-dire de tumeur bénigne des méninges, sous traitement progestatif, ce qui aujourd'hui nous coupe de ces traitements-là. Ça devient plus difficile. Heureusement, il en reste quelques-uns à notre disposition que l'on peut utiliser au long cours, mais pour lesquels il faut quand même rester assez vigilant. En pratique, comment on fait? En première intention, il faut toujours, dans un premier temps, proposer soit des œstroprogestatifs en continu. C'est quoi les œstroprogestatifs? C'est la contraception orale, ce qu'on appelle la pilule, tout simplement. Mais des schémas sans règles, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on peut effectivement utiliser une contraception orale avec des schémas sans règles, ça ne pose pas de souci particulier. Et effectivement, les patientes qui tolèrent bien ces contraceptions voient effectivement leur vie s'améliorer au quotidien. On peut également, en fonction de la situation, proposer une contraception par le stérilet hormonal avec de la progestérone. C'est des stérilets qui vont également supprimer les règles et donc apporter une nette amélioration de la qualité de vie. Si ces traitements ne sont pas très satisfaisants ou mal tolérés ou à quelques effets secondaires, on peut à ce moment-là, en deuxième intention, proposer une contraception, un traitement par progestérone seul, une progestérone particulière qui s'appelle le Dienogest. Je vous ai mis deux noms
de produits, le Visan et le Sawis, qui sont les plus connus, mais le générique, c'est le Dienogest. Alors, deuxième intention, aujourd'hui, quand on regarde effectivement le Vidal, le Dienogest est passé maintenant en première intention pour le traitement d'endométriose, donc on peut l'utiliser en première intention. Toujours y associer des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour essayer de lutter également de manière conjointe sur cette inflammation pelvienne qui est permanente, sub-130, et qui va être aussi responsable des douleurs. Les indications, elles sont assez simples. Je suis une patiente qui a une endométriose, mais qui est asymptomatique, c'est-à-dire qui ne se plaint pas de grand-chose alors qu'elle a des lésions d'endométriose, pas de traitement spécifique, ou si elle a besoin d'une contraception, il faut lui proposer des œstroprogestatifs. Je pense que dans ces conditions-là, il faut éviter, il ne faut pas prescrire ou proposer de stérilet non hormonal, de stérilet au cuivre. Aujourd'hui, on voit cette tendance, cette évolution qui est pour les jeunes filles ou les jeunes femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant, de ne pas vouloir de contraception hormonale, mais de vouloir des stérilets au cuivre. Ça peut se faire, il n'y a pas de souci particulier, mais chez une patiente chez laquelle on suspecte une endométriose, il vaut mieux éviter ce genre de contraception. Lorsque l'endométriose est symptomatique, diagnostiquée, qu'il n'y a pas de désir de grossesse, vous avez bien compris que c'est la contraception orale continue, le stérilet hormonal ou le traitement progestatif au long cours par le Dienogest. Et s'il y a une intervention chirurgicale en post-opératoire, il faut proposer une contraception orale en continu, donc sans règle, car c'est ce qui va permettre de diminuer le risque de récidive. Le traitement chirurgical, enfin, il est important. On est beaucoup moins chirurgical aujourd'hui qu'on ne l'était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. D'abord parce qu'on connaît mieux cette maladie. On a bien compris que la symptomatologie, c'est effectivement l'inflammation pelvienne, que la chirurgie sans traitement médical associé est vouée à l'échec parce qu'on va pouvoir retirer des lésions, mais si on ne fait rien, la maladie va continuer à évoluer, de nouvelles lésions vont apparaître. Et c'est ce qui explique que des patients qui ont été pris en charge une trentaine d'années, par chirurgie, ont une amélioration transitoire avec une reprise évolutive de leur maladie. L'indication de cette chirurgie, c'est les patientes qui ont des douleurs persistantes sous traitement et pour lesquelles on veut faire la part des choses. C'est lorsqu'il y a des atteintes organiques, que ce soit des atteintes sur le versant digestif ou sur le versant urinaire, et les patientes qui sont en prise en charge en PMA, en médicalement assisté, de façon à trouver et surtout leur proposer la meilleure prise en charge possible dans ce cadre-là. Le traitement, il doit être le plus conservateur possible. Et dans les grands principes, si on décide d'intervenir, c'est qu'il faut redonner une anatomie la plus normale possible. Et surtout, c'est qu'il faut détruire ou, au mieux, retirer toutes les lésions d'endométriose. Donc, si on fait une chirurgie incomplète, c'est une chirurgie inutile. Ça, il faut bien le comprendre. C'est un peu comme la chirurgie d'endométriose, il faut la concevoir un peu comme la chirurgie des cancers gynécologiques. Il faut être exhaustif dans l'exercice. La fertilité, alors c'est un point important, car il faut bien comprendre, c'est que heureusement, la plupart des femmes atteintes d'endométriose sont spontanément enceintes en dehors d'autres facteurs d'infertilité, que ce soit des problèmes de qualité ovulatoire, de qualité hormonale du cycle ou qualité du spermogramme. Donc, bien comprendre qu'endométriose ne signifie pas obligatoirement stérilité et que cette infertilité, lorsqu'elle existe, associée à l'endométriose, elle est fonction de l'étendue et du type de cette maladie. Quoi qu'il en soit, lorsqu'une infertilité est associée à l'endométriose, il y a dans la très grande majorité des cas une prise en charge en procréation médicalement assistée, car effectivement, si on laisse, si je veux dire, faire la bonne nature, on risque de faire permettre à la maladie d'évoluer et de s'aggraver, et de, à ce moment-là, obérer le pronostic de fertilité. Un cas particulier, c'est l'adolescence. Là, il faut être extrêmement vigilant parce que c'est souvent là que ça démarre. C'est à l'adolescence que la pathologie va démarrer. Donc, les règles douloureuses sont fréquentes. Aujourd'hui, la dysménorrhée primaire concerne, on va dire, 9 femmes sur 10 dans leur début de leur vie génitale. Mais toutes ces règles douloureuses ne sont pas forcément et systématiquement en relation avec l'endométriose. Et donc, c'est là toute la difficulté.
Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut avoir tout un faisceau d'arguments qui nous permettent de la suspecter. C'est de quantifier la dysménorrhée, vous avez bien compris, hein, avec les échelles d'évaluation analogiques. C'est d'évaluer son impact sur l'absentéisme scolaire. Lorsque vous avez des jeunes filles qui viennent en consultation, souvent amenées par leur maman parce qu'elles ont des règles douloureuses et que chaque fois qu'elles ont leurs règles, elles ne peuvent pas aller à l'école, il faut se poser la question. Également évaluer l'efficacité des antalgiques. Et vous voyez que tout ça reste des faisceaux d'arguments de pathologie symptomatique. Alors, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de démarrer et de proposer une contraception orale. C'est souvent ce qui est fait, hein, même par les praticiens, de façon à retrouver une qualité de vie satisfaisante, mais sans pour autant avoir de certitude sur la maladie. Et aujourd'hui, heureusement, nous avons et nous aurons bientôt de disposition un test salivaire qui nous permettra de confirmer ou d'infirmer le diagnostic, qui nous permettra donc d'avoir un diagnostic précoce ou dans les situations où on a un doute, et ce qui nous permettra d'éviter ces errances diagnostiques et de pouvoir bien poser les choses. Alors, juste un petit mot pour le test salivaire. C'est un test non invasif de réalisation simple. On prend un échantillon de salive et on va analyser les micro-ARN qui aujourd'hui prennent une place prépondérante dans les tests diagnostiques. On a beaucoup parlé des vaccins ARN, ben, ça en fait un petit peu partie. Le but, c'est quoi? C'est de confirmer le plus précocement possible la maladie par la réalisation du test. Ce test va nous donner deux informations très importantes. Un test positif, s'il est positif, on a 98% de chances d'avoir une endométriose, c'est jamais du 100%, mais on a 98% de chances, c'est ce qu'on appelle la sensibilité d'un test. C'est une très bonne sensibilité, et donc c'est un test qui est fiable de ce côté-là. Et si le test est négatif, nous avons 100% de chances de ne pas avoir d'endométriose, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Donc un test qui a une sensibilité de 98%, une spécificité de 100%, est un excellent test diagnostique. Donc on l'attend avec grand intérêt. A priori, il sera disponible en 2025, donc l'année prochaine. Et effectivement, il va nous permettre, dans les situations complexes, de savoir si l'endométriose est présente ou pas, à ce moment-là, de pouvoir faire déjà le tri sans avoir à réaliser forcément d'investigations chirurgicales qui sont quand même intrusives. Et puis surtout, je pense que ça va vraiment nous aider dans le diagnostic des douleurs pelviennes, des dysménorrhées importantes chez les jeunes filles, pour savoir lesquelles ont une grande chance, malheureusement, d'être atteintes de cette pathologie. En conclusion, que peut-on dire? Vous avez bien compris, donc c'est une pathologie fréquente, hein, je reviens là-dessus, 10 à 15% de la population. C'est une pathologie complexe, vous avez bien compris le pourquoi du comment, ce qui explique effectivement cette errance diagnostique. C'est une maladie chronique. Une fois qu'elle a démarré, c'est une maladie que l'on garde avec soi et qui va s'éteindre là, plus souvent, une fois que la ménopause s'installe. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'années à vivre avec. C'est une retard au diagnostic du fait d'une symptomatologie peu spécifique, ça vous l'avez bien compris aussi. Nous attendons avec grand intérêt le test salivaire. Ça altère la qualité de vie, donc c'est une souffrance tout au long de la vie. Et je peux vous dire que c'est une souffrance qui est parfois très importante et qui va vraiment, je dirais, qui va avoir un caractère un peu destructeur dans la vie des gens. L'infertilité associée, elle n'est pas si rare que ça, et donc une prise en charge qui peut parfois être douloureuse, et qu'il n'y a pas de traitement curatif, mais pour l'instant, un traitement purement symptomatique. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce petit diaporama, et puis je reste bien sûr avec les autres intervenants à disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, docteur Michaud. Je vais pouvoir passer la parole à Marie-Paule Bernicot, qui va se présenter et qui va nous présenter la mission EndoBraze. Et puis, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat ou dans le QR, on gardera ça. Mais c'est vrai que vous avez fait une intervention très claire, je trouve, et très précise, donc qui a répondu à un certain nombre de questions que je me posais moi-même tout au long Bon, du webinaire. Donc, vous y avez répondu. Donc, voilà, on va garder un petit temps d'échange à la fin, bien entendu, pour répondre à quelques questions qu'on a déjà. Mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Voilà, je laisse Marie-Paule prendre la main. Je vais vous laisser arrêter le partage, docteur Michaud, pour que je puisse partager à mon tour. Voilà. c'est fait. Parfait. Hop. Donc,
je vais vous présenter en fait Marie-Paul. Alors, je me présente peut-être d'abord. Marie-Paul Bernico, je suis la coordinatrice de la filière de santé Endo-Braise depuis 2022. Donc, en fait, je vais vous présenter ce que sont les filières et ce qu'on va apporter auprès des patientes dans ce cadre-là. Donc, en fait, on est sur la filière de santé Endo-Braise. On est en place depuis 2000. Alors, je cherche le bon écran pour diffuser l'information. Voilà. Donc, en fait, la filière Endo-Braise a été créée en 2021, alors que la stratégie de lutte contre l'endométriose est apparue en 2022. Donc, les prémices étaient déjà un petit peu lancées. Mais la stratégie est arrivée en janvier 2022 et le site internet d'Endo-Braise est arrivé dès 2022 également. Donc, concomitamment de l'annonce de la stratégie de lutte contre l'endométriose. Dans la stratégie de lutte contre l'endométriose, on parle de filières de santé qui sont un des axes primordiaux de la stratégie. Et une filière de santé, c'est quoi? C'est en fait l'organisation de professionnels dans le cadre de ce qu'on appelle dans la loi un dispositif expert régional. Donc, c'est pour en fait coordonner l'ensemble des acteurs de santé, qu'ils soient médecins généralistes, gynécologues, chirurgiens, sages-femmes, l'ensemble des professionnels qui vont être amenés à prendre une femme atteinte d'endométriose pour lui garantir un accès à une prise en charge adaptée, de qualité et surtout de proximité. Tout ça, effectivement, pour aussi améliorer et réduire surtout le délai diagnostique dont vous a parlé le docteur Michaud. Dans les filières, il y a quatre missions principales, transmettre de l'information, de la sensibilisation, ce qu'on fait aujourd'hui auprès de vous pour que vous connaissiez mieux la pathologie, en lien avec les associations de patientes, dont je vais vous présenter aussi certaines associations tout à l'heure. La formation des professionnels, puisque c'est aussi une information qui est importante, de démarrer, de mieux connaître la pathologie, de savoir comment elle fonctionne et faire une montée en compétence des professionnels dans ce cadre-là. La coordination et l'articulation des professionnels autour de cette pathologie, c'est pour pouvoir proposer des parcours gradués, organisés selon le besoin de prise en charge de la patiente. Et puis, comme vous l'a dit le docteur Michaud, on ne connaît pas encore tout sur cette pathologie. Donc, il y a un axe fort de recherche aussi pour mieux connaître l'endométriose, comment elle s'exprime, d'où elle part. Tous ces éléments-là font qu'on a besoin aussi de mieux connaître la pathologie. Donc, pour ce faire, les filières s'organisent et proposent de l'information, tant pour les professionnels que pour les patients. Donc, sur notre site internet dont vous avez l'image, vous avez deux entrées, une entrée patiente et une entrée professionnelle, qui permet de vous donner de l'information et de vous accompagner sur la thématique. On a dans nos missions aussi, dans la partie des professionnels, d'être en capacité de référencer des professionnels qui peuvent prendre en charge des femmes atteintes d'endométriose. Donc, c'est principalement des professionnels qui vont avoir cette appétence à la connaissance de la pathologie, à la connaissance de la douleur et de ce qu'entraîne la douleur aussi dans la prise en charge des femmes. Donc, du coup, on a dans notre annuaire sur le site internet plus de 220 professionnels qui peuvent être et qui vont être pour 80% d'entre eux des professionnels de premier recours, donc des professionnels qu'on peut aller voir d'emblée, des médecins généralistes, des sages-femmes, des gynécologues obstétriciens ou médicaux, et qui vont avoir cette écoute attentive de l'histoire de la femme, comme l'a précisé le docteur Michaud, et de toute l'importance de l'interrogatoire construit et complet pour pouvoir vous accompagner dans la prise en charge de l'endométriose. Donc, plus de 220 professionnels aujourd'hui, médicaux principalement. L'annuaire s'ouvre au fur et à mesure aussi à d'autres professionnels. On va avoir bientôt des kinés, des diététiciens qui vont aussi avoir une formation dont on va savoir qu'ils sont formés à la prise en charge de l'endométriose.
On a dit que dans le topo médical qu'il y avait un impact très fort au quotidien de l'endométriose sur la vie. C'est pour ça aussi qu'il y a la possibilité, dans le cadre de l'endométriose, comme dans beaucoup de pathologies chroniques, de proposer de l'éducation thérapeutique pour les patients. Et donc, on va aussi le proposer dans le cadre de la filière. On va mettre en place des programmes en proximité pour que les femmes puissent avoir un lieu où elles vont pouvoir avoir des ateliers autour de l'éducation thérapeutique, dans le sens de l'éducation thérapeutique, pour mieux comprendre la pathologie, mieux gérer les douleurs, mieux savoir comment le sport ou l'activité physique peut s'adapter aussi à leur pathologie. Donc pour ça, on est en train de monter un programme d'éducation thérapeutique et aujourd'hui, en fait, on a avec le QR code que vous avez en accès là, on a la possibilité de donner, vous avez la possibilité de donner votre avis sur quels seraient vos besoins si on vous proposait demain de l'éducation thérapeutique. Et comme on disait tout à l'heure, il y a aussi un champ important de sollicitation en fait des patientes aujourd'hui pour nous accompagner sur la reconnaissance de l'endométriose. Donc sur cette page-là de notre site internet qui est consacrée aux études, on va retrouver par exemple l'accès à la cohorte Compare. La cohorte Compare, c'est une cohorte d'information des patients où elles viennent remplir des questionnaires et ça permet aux professionnels, aux épidémiologistes de mieux connaître en fait les pathologies, la pathologie. Et il y a une partie de la cohorte Compare qui est exclusivement consacrée à l'endométriose. Et puis, il y a deux autres études qui sont en cours, une régionale qui s'adresse plus à des femmes du territoire de Rennes sur l'activité physique adaptée et l'endométriose. Et puis, la troisième étude dont on voit là le visuel, c'est sur l'impact des douleurs, l'impact psychologique des douleurs qui sont le principal symptôme de la pathologie. Et puis, du coup, la filière, elle fonctionne pas toute seule, elle fonctionne aussi avec des associations de patients. Donc, on a cité tout à l'heure les deux grandes associations françaises qui sont très impliquées dans la stratégie, EndoFrance et Endomind. Info Endométriose va aussi apporter de l'information, mais va être plus sur du plaidoyer. Et donc elle est plus politique, cette association, mais elle a une très forte présence aussi. Et puis Endonaissance et Bretagne Endométriose sont des plus petites associations, plus locales, qui vont permettre aussi d'accompagner les femmes au quotidien. Donc la filière est aux côtés des associations pour fonctionner. Et du coup, on est partenaire effectivement de différents événements avec les professionnels pour faire des sensibilisations au milieu professionnel aussi, puisque dorénavant, c'est aussi une sollicitation qu'on peut avoir. On fait aussi de la sensibilisation auprès des personnels médicaux et paramédicaux de l'éducation nationale. Et puis, vous pouvez voir également que le sport est très impliqué dans la connaissance et dans la reconnaissance de la pathologie et du vivre avec cette pathologie-là au quotidien. Et l'info endométriose est partenaire de la Ligue féminine de basket professionnel. Et puis nous avons la chance d'avoir 2 bateaux à notre image pour sensibiliser au quotidien et sur des champs qui sont moins habituels, en tout cas qui ont une cohérence dans la connaissance et la sensibilisation qu'on souhaite mettre autour de l'endométriose. Donc voilà, pour nous suivre, vous avez les réseaux sociaux, le site internet d'EndoBraze à votre disposition. Merci beaucoup, Marie-Paule, pour toutes ces précisions et ces informations. Alors, il nous reste quelques minutes. On va essayer de répondre à un maximum de questions qui ont été posées.
Je ne sais pas si je prends toutes les questions ou si on les prend une par une, peut-être. On a entendu parler à une époque de tests sanguins permettant de diagnostiquer l'endométriose. Ces prises de sang sont-elles en effet réalisables et sont-elles fiables? Alors, les tests sanguins, c'était des tests tout à fait indirects, hein, ce pas des tests d'endométriose, c'était des tests surtout pour essayer d'évaluer l'inflammation pelvienne, hein, c'était les dosages de CRP, de SA125. Aujourd'hui, ce sont des éléments qui vont être utilisés dans une endométriose assez évoluée. Ce sont des éléments qui vont permettre de décider faut-il un traitement chirurgical ou pas. Mais ce n'est pas sur ces éléments-là que l'on fait le diagnostic de certitude, en tout cas. Donc aujourd'hui, les tests sanguins, on ne s'en sert pas pour le diagnostic. Toujours à propos des tests, en fait, on parle du test salivaire, vous en avez Oui. parlé, et c'est vrai que ça donne vraiment envie d'être en 2025 pour pouvoir le diagnostiquer l'endométriose assez tôt. Il y a une question sur le fait de savoir si ce test pourra être utilisé sur les adultes aussi, puisque vous en avez parlé pour les adolescentes. Alors, ce test, on attend beaucoup, on a beaucoup d'espoir dans ce test. Deux choses, c'est quelles vont être les conditions d'utilisation, hein, c'est-à-dire comment on va pouvoir s'en servir, quelles vont être les indications, c'est pas encore complètement validé. Deuxièmement, c'est l'AMM, c'est le remboursement du test. Donc tout ça, ça va jouer. Aura-t-on notre test à disposition ou aura-t-on un nombre limité de tests à utiliser? Tout ça, c'est en grande discussion au niveau des ministères. Donc là, bon, on essaie de faire pousser un peu nos pions, mais c'est pas toujours évident. On pourra l'utiliser bien sûr chez l'adolescente, bien sûr chez l'adulte aussi. Parce qu'effectivement, il y a des situations qui sont parfois très complexes avec des patientes qui viennent consulter relativement tard. Euh, Par exemple, dans les atteintes digestives, est-ce que c'est une endométriose? Est-ce que c'est une maladie inflammatoire digestive? Donc ce test nous permettra à ce moment-là de faire le point et d'avoir des diagnostics beaucoup plus précis et plus rapides sans être trop invasifs. Alors, les biopsies sont-elles réalisées sous cellio ou un autre mode exploratoire? Alors, les biopsies de l'endométriose, elles sont toujours faites sous célioscopie, car la célioscopie, elle a trois casquettes. Elle est diagnostique, comme je l'ai dit, elle est thérapeutique, elle est pronostique. Donc, c'est la célioscopie aujourd'hui qui permet de faire les biopsies aux bons endroits. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est par célioscopie. Et une autre question très spécifique aussi, comment différencie-t-on un kyste endométriosique d'un autre type de kyste? Ah ben, c'est par l'imagerie, tout simplement. C'est déjà l'échographie permet, dans plus de 90% des cas, lorsqu'elle est bien conduite, de faire le diagnostic d'endométriose ovarienne, de kyste endométriosique. Et puis, bien sûr, l'IRM, hein, ces deux examens permettent de faire le diagnostic dans 100% des cas. Comment réduire l'inflammation chez les patients qui ont une gastrite potentiellement induite par la prise d'INS? Ouais, alors là, moi, Ouais. c'est pas mon Oui, domaine. alors c'est sûr que les patientes qui ont déjà des atteintes digestives, des inflammations digestives dues à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est sûr que c'est un vrai problème. Dans certains cas, alors là on rentre dans des discussions d'hyperspécialisation, on peut proposer des traitements qui sont non pas des anti-inflammatoires, mais qui sont des traitements corticoïdes sur des courtes durées. Ça devient de la discussion de spécialistes au cas par cas, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution pour traiter cette inflammation. Il Une y a autre aussi la question. nutrition Ouais. qui a un rôle très important. Le gastro-entérologue est-il concerné par l'endométriose lorsqu'il y a une endométriose intestinale? La réponse est clairement oui. Le gastro-entérologue doit être mis dans la boucle car il a deux rôles. D'abord, par ses explorations d'endoscopie, de situer le niveau des lésions par rapport à la marge anale, hein, ça c'est très important. Et deuxièmement, ça permet aussi d'éliminer d'autres pathologies digestives associées, qui sont des pathologies qui peuvent donner des symptômes à peu près identiques à ceux d'endométriose. Malheureusement, parfois, les deux peuvent être associés. Donc, avant une prise de décision thérapeutique ou de prise en charge chirurgicale, il faut en avoir la certitude. Donc, le gastro-entérologue, oui, il doit être dans la boucle, toujours. Très bien. Comment l'endométriose peut engendrer des ballonnements intestinaux? Peut-elle engendrer des ballonnements et nausées au niveau de l'estomac si elle est seulement située au niveau vaginal? Oui, il faut savoir que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire pelvienne, donc une inflammation locale, et l'inflammation locale va retentir sur le fonctionnement digestif et peut entraîner des phénomènes de subocclusifs, même très modérés, qui vont se traduire par nausées, ballonnements, qui sont les symptômes habituels.
Donc même si l'endométriose est pelvienne, on peut avoir des symptômes digestifs globaux sans difficulté. Donc oui, 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 les deux peuvent être associés, c'est clair. On Et a c'est une ça qui dernière. est trompeur, c'est que parfois on part sur une pathologie digestive alors que c'est le problème d'endométriose. Il est 13h30. On a une dernière question. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre Oui. très précisément, mais concernant la prise en charge des dépenses ou la reconnaissance en ALD. Oui. Alors, la demande doit être faite pour toute endométriose évoluée, très symptomatique, qui va générer des traitements qui vont être longs. Ça reste à la discrétion du médecin conseil, hein, c'est lui qui va décider. Donc, c'est toujours pas évident. Il faut faire des certificats médicaux extrêmement précis. Il faut vraiment décrire l'altération de la qualité de vie. Il faut décrire ce que c'est que la journée type. C'est un peu comme une expertise. C'est quoi la journée type? Comment se passe la journée? Comment se passent les situations où la douleur est présente? Quelles sont les conséquences? Et c'est en donnant le maximum d'arguments au médecin conseil qu'il va pouvoir prendre sa décision, mais on est toujours dépendant de cette décision-là. Ce n'est pas un ALD 30 systématique, comme par exemple le diabète, l'hypertension ou les cancers, hein. C'est un ALD un petit peu différent. Donc il faut avoir tous les arguments et ne pas hésiter à tout mettre pour emporter la décision. Il faut surtout se rapprocher de son médecin traitant Oui, qui va être absolument. Voilà. à la rédaction de la demande d'ALD 31. Ouais. Et justement, sur le site internet d'Endobrax, on va retrouver des informations autour de l'ALD 31 et de la MDPH dans le cadre de la journée qui a eu lieu en 2024. Le replay est disponible sur le site internet que vous pouvez, en tant que patiente, consulter également, comme peuvent le faire les professionnels. Je voudrais juste rajouter par rapport aux gastro-entérologues et du coup la partie nutrition et diététique. Donc les diététiciens vont bientôt pouvoir rentrer aussi sur l'annuaire avec tout un groupe de professionnels formés, de diététiciennes formées à la prise en charge de l'endométriose. Donc pour éviter tout ce qui va être carence, troubles du comportement alimentaire, parce qu'il faut faire attention à tout ce qui peut être en lien avec des suppressions d'aliments ou de choses comme ça. Donc il faut vraiment être accompagné et d'un gastro-entérologue et d'une diététicienne dans une prise en charge alimentaire si c'est nécessaire. Et du coup, effectivement, faut savoir aussi que ces professionnels-là sont dans la prise en charge multidisciplinaire. Donc, il y a des cas complexes de prise en charge de l'endométriose vont être vus en réunion de concertation pluridisciplinaire et on va retrouver ces chirurgiens, ces professionnels, ces spécialistes dans le cadre de la prise en charge de l'endométriose. Donc, on va pas forcément en avoir beaucoup dans l'annuaire de gastro-entérologues en accès direct, mais sachez que vous pouvez toujours en parler à vos professionnels, aux gynécos, aux sages-femmes avec qui vous travaillez, parce que eux vont pouvoir aussi avoir des contacts de professionnels vers lesquels ils vont pouvoir vous orienter dans le cadre de prise en charge un peu plus spécifique. Très bien. Alors, l'heure tourne, il est 13h33. Je voulais vous remercier vivement nos deux intervenants. Vraiment un grand merci parce que je trouve que ce webinaire a été très clair. Les informations transmises ont été très, très précises, je trouve, et très explicatives. Donc, merci beaucoup. Vous dire que si vous souhaitez poursuivre les échanges, on vous a donné un certain nombre d'informations. Je vous ai transmis aussi dans le chat, du coup, la possibilité de télécharger une brochure sur l'endométriose pour en savoir un peu plus, enfin, en tout cas, retrouver certaines informations qu'on a échangées aujourd'hui. Et puis, vous dire qu'il y a deux autres conférences en ligne qui vont être proposées par la Mutualité Française Bretagne. Donc, le 18 juin à 13h30, bien dans ma tête grâce à l'activité physique, et le 2 juillet à 18h30 sur Été serein, adopter les bons gestes. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous et à toutes.